Bonjour, bienvenue dans cette promenade. Je vais vous faire découvrir des objets financiers, vous apprendre à en prendre la mesure pour pouvoir en apprécier le comportement. J'ai enseigné pendant près de 20 ans au Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre d'une formation dédiée à l'actuariat. Et c'est cet enseignement que je souhaite vous faire partager. Je tiens à vous rassurer, il y aura très peu de mathématiques dans ce cours, dans ces promenades. Le point important est de connaître la somme d'une série géométrique. On va regarder la série des 1 plus i puissance moins k et on va la sommer de k égale 1 à n. Pour trouver la somme, on va regarder les termes à l'envers. Donc on prend le dernier terme, 1 plus i puissance moins n, moins le terme suivant le premier terme, c'est-à-dire 1, moins 1, divisé par la raison. Pour passer de droite à gauche, on multiplie terme par 1 plus i, et donc 1 moins la raison, ça donne moins i. Et donc on trouve 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. C'est la seule formule que je connaisse en mathématiques financières. Bon, sinon, de façon plus accessoire, on a besoin de la formule du binôme qui nous permet de trouver un développement limité de 1 plus epsilon puissance alpha, et on trouve au deuxième terme 1 plus alpha epsilon plus alpha alpha moins 1 divisé par 2 epsilon 2. C'est tout. Voilà, avec ça, on va pouvoir faire pratiquement tout le cours. En fait, je vais vous faire découvrir des objets financiers simples, le découvert bancaire, les emprunts, les obligations. Et de ces objets, nous allons mesurer une grandeur qui nous permettra d'en comprendre le comportement. En guise d'introduction, je vais vous présenter le découvert bancaire. Le découvert bancaire est une opération très simple que vous connaissez tous avec votre compte bancaire, mais il n'est pas facile d'en comprendre le comportement si on ne s'est pas penché dessus. Donc nous allons étudier comment le découvert bancaire est facturé aux clients des banques, ce qui nous permettra d'introduire la notion d'intérêt et de la façon dont ils sont calculés. Alors, quelles sont les modalités qui gouvernent le découvert bancaire? Eh bien, ces modalités découlent de la convention de compte qui lie le particulier à la banque et des conditions tarifaires. Ces conditions tarifaires sont elles-mêmes fixées dans les conditions particulières qui lient le particulier à la banque et ou dans les conditions applicables aux opérations bancaires des particuliers, ces conditions étant régulièrement mises à jour par les banques. Regardons les tarifs de HSBC au 1er juillet 2016. C'est un exemple un peu ancien, mais il montre bien les différentes composantes des ajouts qui sont facturés en cas de découvert. Tout d'abord, il y a une commission minimum forfaitaire d'utilisation de 5 € par mois. Ensuite, une commission de plus fort découvert égale à 0,05%. Enfin, l'application d'un taux nominal annuel de TB plus 2,8 à 8% pour les découverts autorisés, TB plus 7% à 9,5% pour les facilités de caisse et TB plus 9,5% pour les découverts non autorisés. Au préalable, il va falloir comprendre quelle est la différence entre les découverts autorisés, les facilités de caisse et les découverts non autorisés. Le plus facile à comprendre, c'est les découverts non autorisés. Un découvert est non autorisé quand il n'entre pas dans le fonctionnement normal du compte. Ensuite, il s'agit de distinguer les découverts autorisés et les facilités de caisse. Les facilités de caisse, c'est, dans le cadre d'une convention bancaire, la possibilité pour le client d'être en découvert pendant un certain laps de temps, pour un montant maximum. Le découvert autorisé, par opposition, est un emprunt, est un prêt qui est effectué pour la banque pour permettre au client de disposer d'une possibilité de découvert. Il faut bien comprendre que ces emprunts sont mis en place lorsque le découvert dure trop longtemps. On ne peut pas être en découvert auprès d'une banque plus de 15 jours. Au bout de 15 jours, la banque est obligée de vous proposer un prêt pour couvrir le découvert.
Et c'est pour ça qu'il y a des découverts autorisés. Alors si on reprend point par point les différents agios, on voit que la commission minimum forfaitaire d'utilisation n'a pas de sens pour les découverts non autorisés, puisque bon, il n'y a pas d'utilisation d'un découvert non autorisé, il n'y a pas l'utilisation d'un outil bancaire. De même, la facilité de caisse, on ne va pas facturer l'utilisation de la facilité de caisse. La facilité de caisse, ça permet d'être légèrement découvert pendant un laps de temps limité, et donc il n'y a pas de commission minimum forfaitaire d'utilisation. En fait, cette commission, elle est appliquée pour les découverts autorisés, c'est-à-dire dans le cadre de l'emprunt qui vous autorise d'être à découvert d'un certain montant. Chaque fois que vous utilisez cette faculté, eh bien, vous aurez cette commission minimum forfaitaire d'utilisation qui sera facturée. De même, la commission de plus fort découvert n'a pas de sens pour les découverts autorisés, puisque bon, finalement, le découvert autorisé, c'est un emprunt, et c'est peu importe quel est le montant de cette faculté qui est utilisée, ça ne change rien. Ce n'est pas pour un découvert autorisé, eh bien, il n'y a pas de commission de plus fort découvert. Par contre, il y en a un pour la facilité de caisse et pour les découverts non autorisés. Donc, en conclusion, la commission de plus fort découvert ne s'applique que pour les facilités de caisse et les découverts non autorisés, et la commission forfaitaire d'utilisation que pour les découverts autorisés. Maintenant, nous voyons que le taux nominal annuel qui est appliqué dépend d'un montant qui s'appelle TB. TB, c'est le taux de base ou le taux bancaire. Et c'est une grandeur qui est définie par la banque et qui permet de définir la facturation qu'elle va appliquer par rapport à ce taux. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir TB plus 2,8. Eh bien, si on change TB, on va changer le taux de facturation. En fait, c'est la possibilité de définir une même référence pour l'ensemble des prêts ou des découverts ou de tout ce qui s'y apparente et de pouvoir le modifier pour l'ensemble des clients. C'est-à-dire que si vous avez pour une facilité de caisse un TB plus 8%, si vous changez le TB, vous allez pouvoir changer le taux qui est facturé pour la facilité de caisse. Et de même pour l'ensemble des opérations des clients. En fait, la banque va annoncer à l'avance à ses clients les changements de TB, et comme ça, ils seront informés des nouvelles conditions tarifaires qui est applicable à leur opération. Prenons un exemple. Soit un découvert non autorisé de 1 000 € pendant 7 jours. Quels sont les agios du mois? Il n'y a pas de commission minimum forfaitaire d'utilisation, puisqu'on n'utilise pas une faculté de la convention de compte. Ensuite, il y a le plus fort découvert, et ça correspond à 1000 fois 0,5 pour 1000, soit 50 centimes. Enfin, pour un TB de 7,40, le taux nominal annuel est 16,90, puisque la tarification est à TB plus 8,50. Le taux nominal annuel est la référence pour calculer les intérêts. Ceux-ci sont égaux par convention au montant du découvert multiplié par le produit de la durée du découvert rapporté à l'année par le taux nominal annuel. Donc on va appliquer un taux qui est proportionnel au taux nominal annuel. La Cour de cassation a jugé que le taux de l'intérêt conventionnel dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, c'est-à-dire doit utiliser le nombre de jours dans l'année, 365 ou 366, et non pas 360 comme le voulait l'usage bancaire. C'est un pourvoi qui a comme numéro le 12 16 651. Donc, on obtient comme calcul 1 000 € fois 16,90% fois 7 jours divisé par 365 jours, soit 5,08 €. Au total, il y a donc des agios pour 5,58 €.
Quel enseignement retirer de cette leçon? Tout d'abord, on voit que les intérêts sont établis sur la base d'un taux nominal annuel. Et ce taux nominal annuel, on le proratise en fonction du nombre de jours. Et le taux proratisé, on l'applique au montant emprunté. Et en dernier lieu, la Cour de cassation a retenu qu'il fallait compter 365 jours dans l'année, ou 366 c'est bissextile. Les banques avaient comme usage d'utiliser 360 jours, ce qui leur était plus favorable, mais la Cour de cassation a jugé qu'il fallait prendre le nombre de jours dans l'année civile. Voilà, c'était donc la première leçon, la leçon introductive de ce cours. Je vous remercie et à bientôt.